quand on impose le contrat social, on l'inflige à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'exercer en toute liberté. Tandis qu'il y en a qui l'ont. Alors bien sûr, quand on est dans une position de gouvernance, on se dit le contrat social, c'est le même pour tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde voit la vie à partir de sa fenêtre. Mais il suffit d'exposer quelqu'un, député, sénateur, dirigeant d'entreprise, dans une banlieue quelconque, et cette élite-là finira bien au bout de 2 jours, peut-être même au bout d'une journée, à comprendre que le contrat social n'est pas le même pour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Ici, vous trouverez des podcasts sur des retours d'expérience de médiation racontés par des médiateurs professionnels, ainsi que des interviews de professionnels de la médiation dans lesquelles il sera question de l'expertise du médiateur, de son instrumentation, de processus structurés, ainsi que de tous les outils, méthodes et savoir-faire à la disposition du médiateur professionnel. Bienvenue dans le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Annie. Je suis vraiment contente de te recevoir sur la chaîne des médiateurs professionnels de Martinique. Tu es président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, le PMN. Tu as initié la profession de médiateur il y a maintenant une 20aine d'années. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du contrat social, de l'entente et de l'entente sociale. Un grand sujet parce qu'en fait, il y a l'idée qu'on peut être dans une relation de contrat avec des obligations et avec des manières de se comporter. Et quand il y a un différend, eh bien, on se replie tout de suite sur des aspects juridico-techniques, c'est-à-dire un contrat. Et ça, tout le monde verse là-dedans. Mais quand j'ai commencé à réfléchir, c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a toujours heurté, qui m'a toujours posé problème, c'est le fait que quand on naît, on ne choisit pas. On ne choisit pas notre existence. Et ça, je l'ai entendu je ne sais combien de fois quand j'étais gosse, et puis après, quand je suis devenu adulte et que j'ai commencé à faire des formations dans les banlieues, je n'ai pas choisi de naître. Combien de fois j'ai entendu ça? Et des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, qui contestaient le fait qu'on leur imposait un règlement, des lois, auxquelles ils n'avaient pas participé dans l'élaboration. Et ça, c'est quelque chose qui m'apparaissait être complètement légitime et qui avait de l'écho en moi. Et je me disais, il y a quand même un gros problème par rapport au contrat social. C'est vrai que le contrat social, c'est un héritage qui est très confortable pour des personnes qui ont déjà des droits et qui ont les moyens de recourir à ces droits. Mais pour des personnes qui vivent et qui naissent dans des conditions économiques et sociales difficiles, de fait, la loi n'est pas la même, parce que les droits ne sont pas les mêmes. Parce que quand on n'a pas les mêmes moyens, on ne peut pas utiliser les droits de la même manière. On peut dire, oui, j'ai le droit de voyager, par exemple, oui, mais il faut avoir les moyens de voyager. Outre le fait que, pour l'instant, il y a des privations abusives de liberté pour ce qui est de voyager. Je ne désespère pas sur le fait que ça va se rétablir. Mais, de fait, un droit, on peut l'utiliser. Le droit, par exemple, d'acheter quelque chose, va avec le droit, avec le moyen de pouvoir utiliser ce droit. Donc là, je me suis dit, oui, c'est vrai que même s'il y a une grande discussion sur les fondamentaux du droit, ces jeunes ont raison. Ils ont raison au sens, ils sont légitimes dans cette pensée-là. Je me suis dit, là, il y a un gros problème sur la pertinence du modèle, du paradigme du contrat social. C'est-à-dire que quand on impose le contrat social, on l'inflige à des personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'exercer en toute liberté. Tandis qu'il y en a qui l'ont. Alors, bien sûr, quand on est dans une position de gouvernance, on dit on est député, on est sénateur, on est dirigeant d'entreprise,
on a les moyens, on vit tranquillement, on se dit le contrat social, c'est le même pour tout le monde, parce qu'en fait, tout le monde voit la vie à partir de sa fenêtre. Mais il suffit d'exposer quelqu'un pendant un certain temps sans le moindre argent de poche dans une banlieue quelconque, et cette élite-là finira bien au bout de 2 jours, peut-être même au bout d'une journée, à comprendre que le contrat social n'est pas le même pour tout le monde. Il suffira de l'habiller en jean et de le maquiller un peu d'une certaine couleur et de le mettre dans l'exposé, puis il va comprendre que les contrôles aux faciès, ça existe. Hein. Donc, le contrat social, c'est quelque chose de très problématique, auquel on ne pense pas. Alors, il se trouve que cette idée géniale du contrat social est apparue au temps des Lumières. Alors, évidemment, comme on se tourne dans notre histoire et qu'on se dit au temps des Lumières, il y a des gens qui ont réfléchi et qui se sont dit, waouh, pour qu'une société s'organise et vive entre les hommes et que les hommes s'entendent au sein de cette société, eh bien, on va considérer qu'il y a un contrat social. Et que ce contrat social, tout le monde doit l'accepter. Et doit l'accepter comme en toute liberté. Oui, est-ce que l'acceptation, c'est une liberté? Est-ce que le fait que je ne sois pas complètement informé du contenu du contrat social fait que je vais pouvoir être complètement libre dans ce contrat ou dans lequel je ne suis pas impliqué d'ailleurs dans la manière de l'élaborer, puis après dans l'appropriation, dans la connaissance que je peux avoir. Donc les Lumières, en fait, ont fait un travail qui finalement est, au bout de 300 ou 400 ans plus tard, très trompeur. Eux-mêmes, quand je dis eux-mêmes, je veux dire elles-mêmes, les Lumières, eux-mêmes, tous les penseurs de l'époque, que ce soit Rousseau avec sa version de l'homme est bon par nature, ou Locke pour lequel l'individu est un loup pour l'homme, hein, en gros, on peut schématiser ces deux tendances qui s'opposeraient, bien, les deux ont convenu qu'il fallait un contrat, soit pour protéger l'homme pour ses déviances, par rapport à ses déviances, hein, parce que la société pourrait corrompre l'individu, ou pour le protéger contre l'adversité qui pourrait être déclenchée parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, le contrat social paraît être logique parce qu'en fait, au départ, il y a un mythe fondateur qui justifie le fait qu'il y ait un contrat qui soit mis en place et qui s'impose aux personnes. Le mythe fondateur, c'est que soit l'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il aurait de mauvaises intentions vis-à-vis de l'autre, soit l'homme est un niais qui va se faire corrompre par la société. Alors, d'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose qui est intrinsèque, c'est qu'il y a une volonté et une détermination. Moi, je me suis dit, en regardant mes contemporains, et puis en piochant dans l'histoire, que l'homme évolue, je ne fais pas une grande révélation en disant ça, il évolue dans sa pensée, dans sa culture, dans sa conscience, dans l'appropriation de la raison. Le mot raison est tellement flou que c'est difficile de pouvoir le cerner. Non, l'homme évolue dans sa rationalité, dans une meilleure appropriation de son raisonnement, de sa réflexion, de sa conscience même. On évolue. Et donc, l'homme du temps des Lumières n'est plus l'homme du XXIe siècle. Nous avons plus de capacité à traiter des informations, nous avons plus d'informations, nous sommes plus capables de réfléchir les uns les autres. Et donc, quand je me suis retourné vers mes contemporains et vers l'histoire, je me suis dit que les Lumières s'étaient trompées. Le contrat social n'est pas du tout fondateur d'une société. Et ça, cette erreur, elle est majeure dans la représentation que l'on a de la société. Parce que si on se dit le contrat est fondateur,
Dans le contrat, il y a des clauses qui s'imposent. Et il y a le sous-entendu de l'intentionnalité, bonne ou mauvaise, de l'individu au départ. Ça, les Lumières se sont fait tromper parce qu'en fait, ils étaient dans une logique qui était celle du mysticisme chrétien. C'est-à-dire le paradis terrestre, au départ, l'homme a été créé par Dieu, il y avait le paradis terrestre, et puis tout se passait bien, et un jour, il a été corrompu. Donc, il y avait un mythe fondateur dans la religion chrétienne, et dans la religion judéo-chrétienne, et même musulmane, puisque en fait, c'est les trois monothéismes qui ont les mêmes concepts en réalité. Donc là, il y avait un mythe fondateur, et les Lumières, quand ils se mettent à réfléchir, ils pensent comme ça, avec ce mythe fondateur, et ça leur trouble l'esprit. Ils pensent remplacer le mythe fondateur du christianisme et du judaïsme et de l'islam, peu importe, parce qu'à l'époque, l'islam n'était pas très influent dans notre environnement, mais ça a été suffisamment pour que Spinoza regarde ça avec attention, et Voltaire aussi, et avec lucidité. Donc, en disant, attention, c'est des religions qui posent problème et qui peuvent être dangereuses. Hein. Voltaire le dit bien par rapport au christianisme et toutes les sectes de l'époque, du christianisme fanatique. Donc, les Lumières remplacent le mythe fondateur biblique par un mythe laïcisé. Et le contrat social s'impose. Mais si je prends du temps pour pouvoir revenir sur ces aspects-là, c'est que je veux dire que ce qui fonde une société, que ce qui fonde une relation, n'est pas un contrat. Tout un chacun ici qui m'écoute, qui nous écoute, peut le constater. Vous n'engagez pas une amitié avec un contrat. Vous l'engagez parce que vous appréciez une personne, parce que vous aimez être avec cette personne, parce que vous vous entendez avec cette personne, parce que vous vous voyez bien avec cette personne marcher durablement. Donc, quand on s'entend bien avec quelqu'un, on initie une relation. Eh bien, toute bande, la bande des Huns, la bande des Wisigoths, la bande des Francs, ils ont d'abord fondé leur relation sur une entente et pas sur un contrat. Et quand ils ne s'entendaient pas, eh bien, ils partaient. Et l'horreur était quand ils devaient se soumettre. Et là, on ne s'entend plus quand on doit se soumettre. Et donc, je me suis dit que ce mot-là valait pour la médiation bien plus qu'un contrat. Le paradigme est né à ce moment-là, quand j'ai compris qu'en fait, ce qui fonde une relation, c'est d'abord une entente. Et le contrat découle, devient fluide dans l'entente. Quand je fais construire une maison, si je la passe par le contrat et que je ne suis pas vigilant sur l'entente, je risque d'avoir plus de surprises. Parce que si la relation était cornée à un moment donné, ce n'est pas le contrat qui était corné, c'est l'entente. Alors, c'est cette réflexion-là que je me suis dit qu'il était important d'avoir pour que les médiateurs professionnels sachent vers quoi ils vont s'orienter. Sachent qu'en fait, ils vont faire un choix, non pas d'être des juristes, de lecteurs de clauses, mais d'être des promoteurs de la représentation de ce qui est important pour les personnes, c'est-à-dire l'entente initiale, que les personnes ont même oublié parce qu'elles ne pensent plus qu'il est possible de se réentendre. Elles ne pensent pas qu'il soit possible de revenir sur les fondamentaux de leur entente. Et donc, je me suis dit que autant j'avais identifié les aspects de la qualité relationnelle, donc qui
participait de l'entente, il fallait que j'identifie bien ce qui fait l'entente. Et j'ai bien compris aussi que je ne m'étais pas trompé sur ce qui fait la qualité d'une relation par rapport à la reconnaissance. Puisque ce qui fait l'entente, c'est de reconnaître l'autre en tant qu'il est l'autre, c'est-à-dire d'avoir une posture d'altérité, et que c'est la reconnaissance qui est fondatrice de l'entente. Et dans l'entente, bien sûr qu'il peut y avoir des moments où la relation est un peu écornée, mais on peut revenir plus facilement dessus. C'est dès qu'il y a l'élément du contrat qui est brandi, ça veut dire que l'entente n'était pas là ou que l'entente est compromise. Est-ce qu'il est pertinent de revenir sur le modèle du contrat ou du contrat social, alors que c'est l'entente, et je dirais maintenant l'entente sociale, qui est dégradée. Si bien que j'en suis arrivé à me dire que globalement, les dirigeants d'une société, les dirigeants éclairés d'une société, ne pouvaient pas imposer leur gouvernance, comme ça se fait aussi en ce moment, comme si c'était urgent. Ils doivent imposer leur gouvernance et de ce fait-là, infliger le contrat social, ou alors être des animateurs de l'entente et de l'entente sociale. Parce que l'entente sociale nécessite des compétences pédagogiques étendues que, de toute évidence, les gouvernants actuels n'ont pas. Et il est tout à fait important que les médiateurs, pour qu'ils sachent promouvoir l'entente entre des personnes dont la relation s'est dégradée, il faut qu'ils aient ce paradigme de l'entente sociale comme étant un objectif de société. Parce que si on a le paradigme du contrat social, eh bien on en est encore à des modèles de contrainte, où on impose des choses aux gens. Et le paradigme de la profession de médiateur ne peut pas être celui du contrat social. Il ne peut qu'être un modèle pédagogique, un paradigme pédagogique qu'ils animent, auquel ils participent, pour aider les personnes à s'approprier leurs propres décisions. Et une décision qu'ils vont pouvoir partager. Et là, je reviens sur ma pensée de ces jeunes que je rencontrais. Et quand je travaillais avec eux, c'était parce qu'on s'entendait bien. Parce que tous les autres qui voulaient leur imposer des horaires, des conditions de formation, ils n'y arrivaient pas. Tandis que moi, je leur disais, c'est votre choix. Maintenant, voilà le menu. Si ça vous plaît, vous allez pouvoir vous l'approprier. C'est mon menu pédagogique. Et ils venaient, ils étaient tous ponctuels et à l'heure. C'est par le fait de cette entente, parce que, évidemment, qu'on peut imposer des règles à certains moments. On peut le faire pour des personnes qui n'ont pas la maturité. Mais dès lors que les gens sont suffisamment équipés de conscience et de réflexion, c'est indécent de les traiter de manière paternaliste et de les infantiliser. Donc c'est important de les aider à s'approprier leurs propres décisions. Donc la médiation professionnelle, elle s'est développée avec cette recherche-là, cette recherche dans l'entente, qui est un instrument idéal de la pensée pour pouvoir avoir un repère. Est-ce que je fabrique de l'entente ou est-ce que je fabrique de la contrainte ? Et je sais bien que fabriquer de l'entente, c'est une garantie de l'implication des personnes dans un projet. Tandis que si je fabrique de la contrainte, eh bien, je vais fabriquer de la réticence, de la contestation, et puis de la démotivation. Donc voilà ce que je peux te dire là, cette discussion sur l'entente.